Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la review du chapitre 976, voilà. La petite pause est passée, on peut reprendre sur nos vidéos hebdomadaires, sur le chapitre, la petite review, etc. Déjà avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos retours excellents sur ma dernière théorie. C'est vrai que j'ai pas posté depuis la semaine dernière car je me laissais un petit peu de temps de repos, mais je vous prévois quand même une nouvelle vidéo dimanche et une mardi. Voilà, de quoi vous occuper en ces temps de confinement. Du coup ça y est, on sait désormais réellement si Kinemon a eu de la chance ou alors si c'était un vrai mastermind. Et non, c'était juste un teubé en fait. C'est vrai que de base, je le pensais vraiment mastermind et manipulateur. En fait, je voyais très bien le chef des Fourreaux Rouges monter un plan de cette envergure pour mener à bien la mission de sa vie. Mais après, c'est vrai que les doutes commençaient à s'installer et je trouvais que les deux visions, donc Kinemon Mastermind et Kinemon Master Teubé du coup, avaient leurs arguments. Se valaient un peu toutes les deux. Mais j'avais vraiment pas envie de me dire que le raid des Fourreaux Rouges et un voyage temporel de 20 ans allait encore trouver son salut dans un coup de chance. Kinemon a déjà eu beaucoup de chance à trouver Luffy pour qu'il vienne l'aider, que ce soit Zoro qui je suis aussi pour le remettre à son pays, et j'en passe encore pour que le destin des Fourreaux Rouges se base une nouvelle fois sur un coup de chance. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu cette chance, eh bien Wano se serait terminé ici, une fois de plus. Du coup, j'ai un petit peu de mal à ne pas y voir une sorte de facilité scénaristique, mais je me demande quand même si cet événement précis n'aura pas une sorte de répercussion plus tard. Ce qui serait vraiment cool, c'est que justement, à un moment de la guerre, Kinemon et les Fourreaux manquent de chance, entre guillemets, pour équilibrer la balance et que ça leur soit fatal. Alors, c'est du coup assez glauque finalement de dire ça, on dirait un peu Nico Robin d'ailleurs, mais ce n'est pas sans sens. Depuis le début, ces samouraïs sont destinés à mourir, et c'est dans ce chapitre précisément que la chance et leur mort s'entremêlent et que chacun d'eux évoque leur future mort pour le bien de leur mission. Et là, plus l'arc avance, plus leur mort n'en sera que symbolique au final, et si on se base réellement à la véritable histoire des 47 Ronin qui ont voulu venger leur maître d'une trahison et mort injuste, eh bien, après la fin de leur mission, ils n'ont pas hésité une seule seconde à sauter la vie à travers le seppuku. L'honneur de leur maître lavé et de leur mission accomplie, ils n'avaient plus rien à faire en ce bas monde, autre que le quitter et retourner auprès de l'âme de leur défunt seigneur. Nina avait fait d'ailleurs une très bonne théorie à ce sujet, et vraiment je crois que ça serait la plus belle mort qu'Oda pourrait donner à ses personnages. Du coup, reste à voir si les Fourreaux Rouges vont laver leur honneur à la fin et ce seppuku. En tout cas, j'espère simplement que le scénario ne se basera pas davantage sur la chance les concernant à l'avenir, on en a déjà assez comme ça avec Luffy. On retrouve désormais Kanjuro qui s'est emparé de Momonosuke et qui s'apprête du coup à le donner à l'ennemi. Heureusement, le boss Kawamatsu décide de passer à l'action, enfin c'est le seul qui décide de se bouger aussi, en vrai dire, pour tenter d'intercepter leur ancien allié. Alors on découvre une nouvelle fois les aptitudes extraordinaires de Kanjuro qui m'a vraiment surpris dans ce chapitre. Oui, il jouait un double jeu depuis le début, mais derrière son apparence plutôt pas faible, mais on va dire pas destinée au combat, je n'aurais pas cru que se cache un mec assez puissant pour stopper Kawamatsu d'une seule main et pouvant rivaliser avec lui tout en tenant Momonosuke. Bon, rien n'est comparable à ses talents de peintre, vu qu'il aura créé une magnifique grue plus réelle que réelle. Il n'a évidemment pas pris cet oiseau au hasard puisqu'elle est le symbole des Kozuki depuis des siècles. Et en tant que traître de ce même clan, c'est évidemment très douloureux de le voir invoquer ce noble animal, surtout que dans la culture asiatique, il possède une très belle symbolique telle la longévité et la sagesse. Momonosuke s'est donc fait kidnapper et se dirige vers Onigashima, tel Momotaro dans le mythe du même nom. Et là, c'est un côté du chapitre qui m'a fait un petit peu tiquer. Les Mugiwara apprennent un peu après tout le monde, mais surtout grâce à Robin, que Kanjuro est réellement le traître. Mais ils mettent un temps fou à tenter de l'intercepter. Sanji pouvait skywalk, mais il fut bloqué par un nuage d'encre qu'il aurait très bien pu esquiver. Usopp l'avait dans sa ligne de mire, et d'après ses propres dires, il pouvait l'atteindre, mais n'a même pas essayé au final. Luffy aurait pu utiliser son Gear Force pour s'envoler, et même Zoro aurait pu lancer une sorte de lame d'air. Mais non, ils ont tous laissé Kanjuro s'échapper en toute tranquillité. Après tout, je trouve que c'est Kanjuro, étonnamment, qui m'aura beaucoup plus passionné dans cette technique. L'utilisation de son fruit est incroyable, et je rappelle que ce mec ne se battait jamais à fond depuis des dizaines d'années qu'il était avec les Fourreaux. Pourtant, ça n'a pas empêché d'exploiter les pouvoirs de son fruit d'une manière intelligente, mais surtout assez puissante, notamment avec son nuage d'encre. Justement, cette fois-ci, c'est avec ses cheveux et non avec son pinceau qu'il a invoqué. On aurait presque pu prévoir qu'il utilise sa crinière combinée à ses pouvoirs, vu que quand Oden l'a récupéré, Kanjuro était justement en train de couper et voler les cheveux des gens pour en faire justement des pinceaux. Maintenant, ce sont ses propres cheveux qu'il utilise comme pinceau, et le nuage noir qu'il a invoqué me fait grandement penser à la pluie noire, aussi surnommée Black Rain. C'est un phénomène qui survient assez fréquemment lors d'une explosion nucléaire liée à une bombe atomique. Cela a été le cas avec Nagasaki et Hiroshima, les bombes ayant explosé au-dessus de ces villes japonaises ont causé dans les minutes qui suivaient une pluie à la couleur noire qui était en réalité les retombées atomiques et nucléaires de ces bombes. Vu qu'on est dans un thème actuel assez éloigné des samouraïs finalement, mais plus de guerre mondiale, notamment avec les navires de guerre de Kaido qui se sont armés de nouveaux canons militaires, je me dis que ça pourrait être une sorte de référence qu'Oda a fait. D'autant plus que cette fameuse technique du nuage d'encre, nommée Ukiyo Yodachi Ezu, comporte le terme Yodachi, qui correspond justement à un destroyer japonais de la Seconde Guerre
mondiale. Bon alors du coup, hasard ou pas, je n'en sais rien, mais ça fait une petite pause culture dans la vidéo. Et j'ai trouvé les coïncidences assez troublantes pour en parler. Pour la suite, j'ai trouvé le moment assez touchant entre Kanjuro et Momonosuke, notamment par les paroles de ce dernier qui a un véritable complexe lié à son père qui était si grand, puissant et aimé, et que désormais c'est sur lui que la lumière se focalise depuis sa disparition. C'est l'homme des Kozuki. On voit bien que Momonosuke souffre de son impuissance et presque qu'il s'en veut de pas pouvoir être à sa hauteur. Pourtant, indirectement, il évolue énormément car déjà, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais il se transforme plus du tout en dragon, à chaque fois qu'il se met à paniquer comme il le faisait avant. Désormais, il nous montre une grande forme de courage que même Luffy aura notifié quand il n'a pas souhaité recevoir de l'aide des samouraïs pour pas risquer de nuire au plan initial. D'ailleurs, une fois de plus, Luffy lui fait confiance, donc de ce postulat, on peut être sûr que Momonosuke peut également avoir confiance en lui-même. En tout cas, le petit Momonosuke a vraiment un poids très lourd à porter sur les épaules. Bref, le seul problème désormais, c'est que tout le monde est sur Onigashima, sauf Iori. Oui, c'est la seule parmi toutes à s'être isolée et à ne pas participer à la guerre, et ça j'ai un petit peu de mal à y croire. Je me demande donc si elle ne s'est pas infiltrée clandestinement dans un bateau, que ce soit sur un des samouraïs ou un d'Orochi, pour elle-même tenter d'apporter son aide d'une certaine façon. Son objectif principal est le meurtre d'Orochi pour tout ce qu'il a fait à Wano et au clan des Kozuki. Imaginez rester seul sur Wano, parce que là oui, clairement tout le monde est parti sur Onigashima, et j'ai un petit peu du mal à l'imaginer. Donc une nouvelle fois, j'attends de voir, mais Iori a toujours fait son petit bonhomme de chemin tout seul et d'une façon assez solitaire. Elle ne retrouvera pas les autres avant la fin de la guerre comme elle a bien dit, mais elle mènera peut-être sa propre guerre justement de son côté. Un problème n'arrive jamais tout seul, et le navire qui s'est échappé se retrouve à bombarder les samouraïs d'une distance excessivement lointaine grâce aux canons des manufactures de Wano. Alors je n'ai pas leur référence, mais je suis certain qu'on peut les trouver. En tout cas, ça a l'air d'une fois de plus d'être de l'artillerie navale de la Deuxième Guerre mondiale. Leur puissance est donc colossale et met à mal les faibles bateaux en bois des samouraïs. Bien heureusement, les hommes poissons existaient aussi en 39-45. Le navire se retrouve explosé par une lance aquatique et après une introduction des plus respectueuses, le grand Jinbei, paladin des mers, se présente face à son nouvel équipage avec sa prime de 438 millions berry qui ne semble d'ailleurs pas avoir augmenté depuis les derniers événements. Et effectivement, comme il a promis à Luffy, il est arrivé en vie dans son nouvel équipage. Les Mugiwara sont donc finalement tous au complet et ce pour la première fois depuis des années. Ça y est, l'attente aura été longue, mais pas inutile. Le dernier des Mugiwara est enfin là. Bon, évidemment, sa venue sollicite quelques questions. Que s'est-il passé sur Bolkak Island? Qu'est-il arrivé au Vinsmoke? Y a-t-il eu des morts ou des blessés? Car se dire que Jinbei aurait pu sortir sain et sauf du territoire d'un empereur, ça paraît quand même étonnant. Il a dû y laisser quelques plumes. Personnellement, je me demande s'il n'y a pas eu une histoire de retrait d'espérance de vie de la part de Big Mom. Mais normalement, ce n'est pas possible puisque Jinbei n'a pas peur d'elle, donc ce pouvoir ne semble pas marcher. En tout cas, il y a un réel mystère autour de son retour. Et la suite nous laisse une sorte de porte ouverte sur plein d'autres choses. Donc éventuellement, dans les prochains chapitres, qu'on puisse avoir une sorte de flashback sur Jinbei avec ce qui s'est réellement passé, comment il a pu s'enfuir justement de Whole Cake Island, que s'est-il passé au niveau du Garma, et surtout où est Wadatsumi, cet homme poisson Lumibozu qui est d'ailleurs très propre à la mythologie japonaise, qui suivait Jinbei n'importe où, doit sans doute se trouver dans le coin d'une certaine façon. Donc est-ce qu'il va aider les Mugiwara une fois de plus dans leur navigation ou quoi que ce soit? Là est toute la question, mais en tout cas Wadatsumi est censé être dans le coin. Par la suite, je voudrais revenir sur le fait que Momonosuke se soit fait capturer. Donc là, normalement, Kanjuro est censé le mener à Kaido et à Orochi, aux deux ou l'un à l'autre, peu importe. Et ce qui est marrant, c'est que parmi les fameux spoils qui auraient fuité sur la suite de One Piece, j'avais fait 2 vidéos là-dessus, la dernière remonte à il y a un peu plus d'1 an et demi, et bien justement, dans cette partie des spoils, il était écrit que Kaido était censé capturer de Momonosuke et l'utiliser pour une certaine façon, d'une certaine manière. On ne sait encore quoi. Ah, du coup, je vous laisse le lien de cette vidéo si elle vous intéresse, mais c'est vrai que du coup, là pour l'instant, ça colle plutôt bien. Que va faire Kaido et Orochi justement à Momonosuke, parce que pour l'instant il n'y a pas réellement d'intérêt, outre éventuellement un lien avec Zunesha, parce que oui, Zunesha et Momonosuke ont une relation plutôt étroite, et on peut se demander éventuellement si Zunesha ne va pas sentir la détresse de ce qui pourrait être son nouveau maître, pour finalement débarquer sur l'île d'Onigashima, ou du moins apporter tout le reste des Minks près des côtes de Wano Kuni. Bref, en tout cas, je me dis vraiment que l'histoire de Zunesha liée à Kaido, liée à Momonosuke, peut avoir justement un point commun, peut trouver une sorte de ressort actuellement dans les prochains chapitres de Wano Kuni. D'ailleurs, concernant le prochain chapitre, est-ce que là, nous allons enfin avoir la vision sur Onigashima et leur banquet? Est-ce qu'on va réellement savoir ce qu'est Onigashima, à quoi ça ressemble, que font justement les empereurs là-bas? Bref, il y a énormément de questions qui se posent les concernant. Normalement, les alliés vont bientôt accoster justement sur cette île,
Et il faut pas oublier que, comme j'en parlais plus tôt, le raid des 47 Ronin dans la culture japonaise était un raid qui était particulièrement discret pour venger justement le shogun. Et normalement les samouraïs sont censés arriver d'une façon plutôt discrète et plutôt silencieuse, et pas en bombe comme ils peuvent arriver n'importe où. Donc si Oda suit ce schéma, le fait qu'ils connaissent les plans précis d'Onigashima va faire en sorte qu'on va avoir droit à une sorte de mission d'infiltration dans Onigashima. Une mission qui permettra en fait de localiser un peu tous les ennemis et justement de tomber peut-être pile poil face aux principaux adversaires dès le début. En tout cas, on peut être sûr qu'en arrivant sur Onigashima, il va sans doute y avoir encore une histoire de groupe séparés, etc. Les Mugiwara restent jamais très longtemps tous ensemble dans le même coin, et ça va être un peu la partie dérangeante des prochains chapitres. Voilà, donc je pense avoir à peu près tout dit sur ce chapitre. J'espère que cette review qui change du coup un petit peu vous aura quand même plu, et j'ai pris du coup pas mal de plaisir. Donc ce week-end il n'y aura pas de vidéo concernant le chapitre, par contre il y aura une nouvelle vidéo dimanche qui sera sur un sujet hyper intéressant, et puis une autre qui sera mardi sur le deuxième épisode des Databook Vivecard. Voilà, donc j'espère que les bros vous passerez un très bon week-end, une très bonne journée, portez-vous bien, faites bien attention à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis donc on se retrouve dès dimanche. À la prochaine, peace les bros.